Les pervers narcissiques. Comment fonctionnent-ils? Ceci est extrait du livre de Jean-Charles Bouchoux, Les pervers narcissiques. Jean-Charles Bouchoux est écrivain, psychanalyste, psychothérapeute et formateur en institut dans la région d'Arles et de Montpellier. Il donne de nombreuses conférences en France et en Belgique. Difficile de reconnaître un pervers narcissique. Critique, manipulateur, menteur, séducteur, sa personnalité est multiple et complexe. Plus qu'un portrait robot exhaustif, Jean-Charles Bouchoux trace ici une cartographie des mécanismes et des origines de la perversion. S'appuyant sur des exemples concrets et des témoignages, il livre les armes pour combattre au quotidien l'emprise de ces manipulateurs. Un message d'espoir pour les uns, un appel à la remise en question pour les autres. La parole, terrain de prédilection du pervers narcissique. La symbolique des mots. Ma grand-mère appelait les gendarmes les hirondelles. Ainsi, lorsqu'elle me parlait d'hirondelles, je devais entendre gendarme. Ce double sens peut être utilisé de différentes façons. Il peut être culturel. En Afrique du Nord, on parle de gazelle pour qualifier une jeune femme. Ou dans les villes françaises, on dit une pervenche pour désigner une contractuelle. Dans le cas de ma grand-mère, cela pouvait cacher une crainte de l'uniforme. Il est vrai qu'elle avait vécu les 2 dernières guerres dans le nord-est de la France. Les comiques utilisent le jeu de mots pour nous faire sourire. Certains éducateurs ou philosophes s'en servent pour nous obliger à réfléchir. Les poètes en jouent pour nous émerveiller. Le pervers narcissique, lui, abuse largement du double sens des mots et de la paradoxalité qu'il engendre. Cela lui permettra d'assujettir sa victime, de la retenir et de la dévaloriser, et ce sera aussi pour lui une source de jouissance. Exemple. Je t'aime, moi non plus. Jacques se souvient. Si je voulais partir, elle me faisait de superbes déclarations d'amour. Si je voulais rester, elle m'expliquait que je n'étais pas quelqu'un de bien. Longtemps, je me suis interrogée sur ces déclarations. Était-elle sincère quand elle disait m'aimer ? J'ai été obligée d'admettre que ces déclarations n'étaient que des hameçons destinés à me harponner quand ça l'arrangeait ou à me blesser si ça lui plaisait. Elle ne faisait que vérifier sans cesse sa toute-puissance. La fonction de la parole. Exemple. Sylvie, institutrice en maternelle, me rappelle qu'il serait bon, lorsque l'on s'adresse aux bébés et aux petits-enfants, de bien séparer le « je » et le « tu ». De préférer « tu vas faire pipi » à « on va faire pipi ». Et de préférer le « je » à « maman ». Je t'ai préparé quelque chose, plutôt que maman t'a, etc. La fonction première de la parole est une fonction de reconnaissance. Quand on s'adresse à un enfant qui n'a pas encore accédé à la symbolique de la parole, on le situe comme sujet. L'enfant est alors désigné et attesté par la parole de l'adulte. La parole est alors structurante, car elle permet à l'enfant de se décoller des choses, de l'autre et de sortir de la confusion. Ensuite, quand l'enfant aura accédé à la symbolique des mots, la parole sera le véhicule de la loi. Interdit de l'inceste, le symbole créera une nouvelle séparation, obligera à la différenciation des générations et permettra au sujet de trouver sa place. Dans ce cas, on pourrait la qualifier de parole de vie. Mais que le symbole serve la confusion, l'indifférenciation, voire l'incestuel, et c'est d'une parole de mort qu'il s'agira, car elle ne permettra pas la survenue de l'individu et le repérage des limites corporelles et psychiques nécessaires à l'émergence des pulsions de vie. Le mot porteur d'information. Exemple. Une histoire sans fin. Pierrette annonce à Jacques que leur histoire d'amour est terminée. Regarde-moi bien dans les yeux. C'est fini, nous deux. Jacques reçoit l'information comme un coup de fusil. Il part de chez elle, la mort dans l'âme. Le lendemain, Pierrette appelle Jacques. « Mais pourquoi es-tu parti ? Tu m'as abandonné. Tu devrais te battre. Si tu es prêt à me perdre, alors tu ne vaux pas le coup. » On le voit, pour Pierrette, les mots ne servent pas à véhiculer des informations, mais à produire des effets, à blesser et à manipuler son ami. Elle joue avec sa propre angoisse d'abandon. La transfère sur Jacques, qui en devient porteur, puis l'en rend coupable et responsable, ce qui lui permet de se poser en victime et donc d'éviter toute culpabilité liée au chaos qu'elle installe dans leur couple. Exemple. Jaloux et infidèle. Franck est d'une jalousie rare. Magali se souvient. Un jour, nous étions devant un cinéma et il a remarqué qu'un homme me regardait. Il m'a alors donné un grand coup de coude dans les côtes en me traitant de perverse et en m'expliquant que je faisais tout pour être regardée. 1 an plus tard, il me quittait pour une autre femme avec qui il entretenait une relation depuis longtemps. Avant de partir, il ne s'est pas privé de me rappeler tout le mal qu'il pensait de moi, mal qu'il n'avait cessé de me dire tout au long de notre relation. Pour Franck aussi, en jouant avec les mots, son bénéfice est considérable. Manipulation, domination et identification projective lui permettent d'exprimer ses angoisses tout en les faisant porter par sa femme, en l'en rendant coupable et en lui faisant supporter ainsi son malaise lié à la mauvaise image qu'il a de lui. Ainsi, c'est elle qui est mauvaise, pas lui.
De plus, il se défoule de ses pulsions en agressant sa femme et justifie, en la traitant de perverse, son passage à l'acte agressif et plus tard sa propre infidélité. Frank ne se sent pas aimable et, plutôt que de chercher à s'élever, il préfère rabaisser sa compagne. De cette manière, il se soulage de ses propres tensions en les transmettant à sa femme. Le but d'un mot est de véhiculer une information. Toutefois, un mot produit un effet dont le locuteur n'est pas forcément responsable. Par exemple, annoncer le décès de quelqu'un produira sûrement une tristesse chez l'interlocuteur et, on le comprend bien, la personne qui annonce la nouvelle n'en est pas responsable. On parlera donc de perversion en fonction du but, donc de l'intention du locuteur. Utilise-t-il un mot pour véhiculer une information ou bien pour obtenir un effet, entretenir une confusion, pour blesser ou manipuler l'autre? La communication paradoxale, le détournement de la parole. Le pervers communique de façon paradoxale, ce qui va lui permettre d'assujettir sa victime. En perdant son souffre-douleur dans un dédale d'informations contradictoires, il l'empêchera de prendre de la distance, de penser et de réagir sainement. Voici un exemple de phrase paradoxale. Tout ce que j'ai dit est mensonge. Si ce que j'énonce est vrai, alors je suis un menteur. Si c'est un mensonge, alors je dis la vérité. Des messages contradictoires. Exemple. Jacques raconte. Elle me disait « j'aime ton noyau, mais pas ton cytoplasme ». Si je la quittais, j'avais l'impression de lui retirer ce qu'elle semblait aimer. Si je restais, je lui imposais ce que je suis, du moins dans son discours. Tout ce que je disais ou faisais était détourné de son sens. Je sortais avec des amis, forcément je la trompais. Je lui racontais une blague, elle me disait que je me moquais d'elle. J'ai fini par faire très attention à ce que je disais. Alors elle m'a reproché « tu n'es pas naturel, sois naturel ». Après nous être enfin séparés, nous nous sommes revus. Elle m'a dit « je t'aime, mais j'étais mal avec toi et je voulais te quitter ». Lorsque je lui ai fait remarquer que j'avais essayé de la laisser et qu'elle m'avait retenue, elle m'a répondu « j'étais lancée à 200 km/h et je voulais construire avec toi ». Ainsi, en 2 phrases, elle venait de me dire « je t'aime, mais je suis mal avec toi » et « je voulais te quitter, mais construire avec toi ». Heureusement, grâce à la distance qui s'était établie, j'ai pu facilement repérer la toxicité de tels propos. Injonction paradoxale. Exemple. Un jour, je recevais mon fils et une amie m'appelle en me disant « j'aimerais bien te voir ce soir ». Et je n'ai pas osé lui dire non parce que j'avais mon garçon. Et je lui ai répondu « j'ai mon petit garçon, mais si tu le souhaites, je peux le ramener à sa mère et nous pouvons nous voir ». Je l'ai ainsi mise face à la situation inconfortable. Soit elle me disait « oui, je veux que tu laisses ton fils », soit elle me disait de rester chez moi. Je lui posais une injonction à double contrainte, car, quel que soit son choix, il serait mauvais. La paradoxalité entraîne un blocage des actes, de la pensée, des sentiments et de la perception de la réalité. Les injonctions paradoxales empêchent une élaboration mentale correcte. Le sujet qui en est victime, s'il y adhère, perd peu à peu le sens de la réalité. Il nous arrive à tous d'avoir recours à l'injonction paradoxale. La différence entre un pervers narcissique et une personne de structure névrosée réside dans le fait que cette dernière n'utilise pas la communication paradoxale comme une arme récurrente pour dévaloriser autrui ou projeter son angoisse. Se rendant compte du caractère destructeur de son discours, la personne non perverse corrige le tir. Excuses, explications, prise de position claire, prise en charge explicite de sa responsabilité. Injonction paradoxale. Suite. 1 heure plus tard, je l'ai rappelé et je lui ai dit « tu sais, si on ne se voit pas ce soir, c'est parce que j'ai mon petit garçon et je pense que c'est mieux comme ça. Et tu n'es absolument pas responsable. » En faisant cela, j'ai dégagé mon ami de la responsabilité que je lui faisais porter. Auparavant, j'agissais comme un enfant. Un petit enfant qui n'ose pas dire non et qui le fait dire à l'autre.